Merci pour être resté ou venu ou revenu. C'est un véritable privilège de présenter Anton Chamas et Fawaz Trabulsi. Vous allez voir, c'est un duo dynamique de vieux complices. La conférence aura lieu en anglais et les casques pour la traduction sont derrière. Voilà, prenez le temps de les chercher. Fawaz Trabulsi est historien libanais qui a beaucoup travaillé sur l'héritage et les séquelles de la guerre civile libanaise. Il enseigne à l'université américaine de Beyrouth, il a enseigné partout. Il a écrit sur l'histoire de la guerre civile du Liban, mais il a écrit aussi beaucoup de textes très différents sur l'histoire du Liban. Son dernier livre va être un peu le point de départ de cette conversation. Il s'appelle Le frère de sang. Le sang des deux frères. Le sang des deux frères, la violence dans les guerres civiles. Et Anton Chamas est écrivain, romancier, essayiste et aussi traducteur. Et on va commencer avec Fawaz, puis Anton va enchaîner, et après, vous aurez l'occasion de discuter avec ces deux merveilleux penseurs et écrivains. Bienvenue. Merci à Messem, merci à ce programme sur mémoire et territoire Palestine, et merci aussi à la très chère Racha. Pour le reste, je vais parler en anglais. It's very difficult to speak after Mahmoud Darwich. Il est très difficile de parler après Mahmoud Darwich. Not only the competition with language, but non also seulement the emotion la compétition very en dear termes de friend. langue, mais aussi à cause de l'émotion que ça a été de voir ce très cher ami. As has been said, I've been, Comme on l'a vu, donc, since perhaps depuis 1978, environ 1978, obsessed, let's je say, suis with un peu how to obsédé write about avec wars, et about obsédé civil par wars, and l'écriture I've done de la that guerre et de la guerre civile. in many Et donc c'est ce que ways. je fais de One différentes way manières. is relevant Une to de ces this new manières book is that I concerne wanted ce to nouveau tell the livre. story Je voulais raconter of a l'histoire civil war, d'une guerre civile, la guerre using libanaise, an analogy en with the utilisant Spanish une Civil War. analogie avec So la I guerre civile produced a book espagnole. J'ai donc produit ce livre qui s'appelle called Guernica, Beirut, un livre qui s'appelle which Guernica Beyrouth, was an attempt to où j'essayais tell de my Lebanese and Arab readers dire à what mes it is, lecteurs libanais et arabes what is a civil war. ce qu'est une guerre civile. More importantly, I wanted Surtout, to je voulais read Picasso's Guernica lire le tableau with the Guernica eyes de Picasso of avec somebody les who yeux has witnessed de quelqu'un a qui a civil été war témoin d'une guerre and civile interpret this work et interpréter cette by œuvre d'art also, showing analogies en montrant également between des analogies details from Guernica entre des détails de and Guernica scenes from the et des scènes Lebanese, de civil la war. guerre civile libanaise. I followed Guernica and I J'ai discovered suivi that Guernica et j'ai découvert the painting, the mural, que le tableau, la fresque, has a long history a une histoire très longue and which continues until now, qui continue jusqu'à and aujourd'hui. where the painting had very little left to do Et with the Spanish le Civil tableau War n'avait plus grand-chose à and voir avec la becomes guerre a civile symbol espagnole et of, est devenu a cry, un symbole, against le symbole d'un terror, crime against wars, de la- against civil wars. et le symbole des guerres civiles. In this book, I have Dans ce livre, a collection of articles c'est which deal une mainly compilation with d'articles violence, qui but parlent also, principalement de la and violence, more mais aussi et particularly, plus how spécifiquement violence is translated de la manière dont la in violence art and in se traduit literature. dans l'art et la littérature. It contains a Le long livre introduction contient of une longue what introduction I call rituals and functions sur of ce que j'appelle violence, les rituels et where les I fonctions deal de on la the basis violence, of the Lebanese experience où je pars de with l'expérience the libanaise forms of non-military violence, meaning the force of pour parler des formes de violence non militaires, the c'est-à-dire forms of violence des formes de where violence the direct dans result lesquelles is not le to résultat direct n'est pas d'infliger not to inflict defeat
une défaite à un ennemi, mais d'infliger toute autre sorte d'humiliation. Par exemple, des enlèvements, des violences verbales, les snipers, la personnalité des snipers. J'évoque aussi toutes les formes d'étrangeté, de l'apparence religieuse qui accompagnent les guerres. Le reste du livre examine deux points. Premier point, en partant de Guernica, le massacre de Guernica a été présenté comme étant la première fois que des avions ont été utilisés contre des civils. Donc j'ai trouvé très intéressant d'approfondir cette histoire, l'histoire de cette relation entre le ciel et les massacres de civils. Et la première chose que j'ai découverte, c'est que Guernica n'était pas le premier exemple, puisque le premier cas s'était produit dans notre région du monde. 1920, M. Churchill ordonne l'utilisation des forces aériennes contre les tribus rebelles d'Irak. 1921, en Palestine, 1925, Damas est frappé très lourdement par des avions français, et ainsi de suite. Dans le même temps, et un peu plus tard, les Britanniques au Yémen ont développé l'idée de la police aérienne, c'est-à-dire qu'on effrayait les tribus en les bombardant en utilisant des avions qui généralement tournaient autour de zones assez larges, en particulier dans les zones montagneuses difficiles d'accès. Donc, en partant de cela, j'ai continué mes recherches et j'ai découvert des usages plus récents de frappes aériennes contre des civils sous deux formes. Une d'elles a été produite par la guerre en Syrie. C'est la bombe barrel bomb. Et bien qu'on en parle d'une manière moraliste, il s'agit d'une arme très déplaisante, non seulement dans le sens militaire, mais en Syrie, cette bombe est presque exclusivement utilisée contre les civils. Et sa principale fonction, c'est de faire en sorte que les civils quittent l'endroit où ils sont. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 4 à 5 millions de Syriens qui sont déportés. Donc c'est une arme anti-guérilla, puisqu'on bombarde les civils jusqu'à ce que les civils demandent aux guérilleros, s'il vous plaît, allez-vous-en ou faisons la paix. Et c'est comme ça que beaucoup de régions contrôlées par les oppositions armées en Syrie ont été d'une certaine manière pacifiées. Donc ça, c'est une chose. L'autre point, l'autre innovation dans la guerre contre les civils a été les drones. La première chose qu'on peut dire sur ces deux types d'armes, c'est que d'abord les drones ont été inventés par la CIA et la barrel bomb a été inventée par M. Hassan, qui est le président de la principale agence de sécurité en Syrie, qui est appelée les forces aériennes de sécurité en Syrie. Le développement des snipers qui tirent depuis des avions, cette question est très intéressante, puisque tous les mardis, le président des États-Unis signe un certain nombre d'ordres ordonnant l'exécution de personnes. Et la limite sur les pertes civiles qui accompagnent une frappe par drone a été fixée à 32%.
au-delà de 32, le président ne signera pas. Donc, il faut que, au cas où, donc pour un assassinat par drone, il y a une limite du nombre de civils que l'on est autorisé à éliminer pour chaque membre de Daesh qui est tué. Juste pour finir sur ce point, je trouve qu'on ne parle pas assez de la guerre des frappes aériennes contre les civils. Et ça soulève une grande question. Pour la première fois depuis un quart de siècle, des civils ne sont pas des objectifs secondaires, ne sont pas des victimes secondaires des guerres, et ce sont les principales victimes des guerres. Évidemment, vous allez me dire que la Deuxième Guerre mondiale en Europe avait été témoin de... On avait vu la démolition de villes entières, non seulement pour provoquer des dommages dans les industries, mais aussi pour faire en sorte que l'ennemi abandonne. Mais je voulais juste dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce type de violence contre les civils a été ressuscité. Donc, ensuite, je pose une question assez semblable à celle que pose Anton, à savoir comment est-ce que le langage peut traduire, peut représenter, peut exprimer la violence. Ce que j'ai trouvé, pour faire court, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que les arts visuels, les arts plastiques sont mieux placés pour exprimer la violence que, par exemple, la littérature écrite. En tout cas, c'est une hypothèse que je lance comme ça. En tout cas, j'ai pris du temps pour regarder les traductions, les représentations de la violence dans la peinture. Évidemment, on tombe encore une fois sur Picasso, Caravage, qui était obsédé par la décapitation, ce qui est un fait intéressant à étudier en termes d'esthétique. En termes de morale aussi. Et une des choses intéressantes qui touche au corps, c'est la question de comment on représente le corps qui est soumis à une violence. Il y a un témoignage d'un militant basque qui a été torturé sous Franco. Une militante. Et elle déclare « Je n'ai compris ce que voulait dire le tableau de Picasso Guernica que après avoir eu à subir cette violence dans mon corps. » Donc un autre corollaire à cette idée serait de dire que l'importance de Guernica touche beaucoup à la manière dont le cubisme a libéré l'art des contraintes de la représentation classique du corps humain. Je pense que ça, c'est un des aspects du pouvoir, de la puissance qu'a Guernica, de l'influence qu'a ce tableau sur nous. Le fait que le peintre a pris toutes les libertés en manquant de respect à toutes les formes, en manquant de respect à toutes les règles qui portent sur la manière dont on peint un corps. Une autre chose qu'on pourrait dire, c'est que ça ne va pas de soi. Il n'est pas bien certain à quel point l'art ou la littérature peut atteindre le point peut arriver à surmonter ce défi de représenter la violence.
À part ces idées, le livre contient aussi un certain nombre d'articles supplémentaires. Un de ces articles parle des Cathares en France, qui avaient une vision très intéressante du bien et du mal. Un article sur le théâtre de Heiner Müller, qui, selon moi, est l'une des manières les plus puissantes d'utiliser le langage et le corps pour représenter la violence. Et je conclus sur l'idée que la manière dont nous utilisons le mot pouvoir nous a rendus très insensibles. Ce à quoi nous avons affaire ne s'appelle pas le pouvoir. Notre monde est rempli de violence. Et la violence n'a pas grand-chose à voir avec le pouvoir. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on se rappelle que faire à la manière de Foucault et réduire la violence au statut de pouvoir est quelque chose qui a réduit notre sensibilité à toutes les catastrophes qui se produisent dans ce monde. C'est un très grand honneur et un grand plaisir pour moi de partager la scène avec Fawaz Trabulsi. Nous ne sommes pas vus depuis très longtemps, mais je considère toujours Fawaz comme un vieil ami et une des seules bonnes voix dans ma tête. Il s'agit de voix que, habituellement, nous gardons tout au fond de notre esprit et que nous consultons quand nous avons besoin de conseils. Ce sont des voix auxquelles on pense comme pouvant nous donner les outils pour comprendre ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et donc, sur ce plan très généralement, Fawaz, pour moi, est l'auteur de ce livre dont nous parlons aujourd'hui. Fawaz est un des rares exemples dans notre monde où les intellectuels participent activement à la formation de nos manières de donner sens à ce qui se produit dans le Moyen-Orient. Un des thèmes abordés par Fawaz, comme il vient de le dire, c'est la violence. Et en tant que traducteur à la retraite, moi-même, j'ai toujours traité la traduction en quelque sorte comme un acte de violence. Et c'est cela qu'est la traduction, même si on a tendance à essayer d'adoucir tout ça et de se convaincre que la traduction est un acte très humain. Et on essaie de se convaincre qu'on rend service au texte original en imposant dessus la langue d'arrivée, mais en réalité, ce que fait la traduction, c'est qu'elle force cet original à devenir quelque chose d'autre. Et ça, c'est un acte de violence. Alors un très bon exemple de cette idée, je commencerai par là, et plus tard je parlerai de ma contribution personnelle à cet acte de violence. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance de voir l'exposition au deuxième étage, qui va se finir lundi, je crois, donc il vous reste un peu plus d'un jour pour profiter de cette merveilleuse exposition.
Son titre, c'est Après Babel, et ça parle de traduction. Et si vous y pensez, le chapitre même de la Bible qui raconte l'histoire de la tour de Babel est rempli de violence. Et la plus grande de ces violences, c'est la violence de Jéhovah, c'est-à-dire le nom en hébreu pour désigner un des dieux de la Bible, qui est un peu le mauvais flic en l'occurrence, le dieu vengeur, qui apparaît toujours dans des histoires très violentes de la Bible. C'est lui qui détruit la ville dans laquelle les humains avaient essayé de construire une tour qui allait atteindre le paradis. Donc l'histoire de la Bible, en elle-même, est un acte de violence, au sens où elle impose le texte biblique et ce texte biblique cannibalise des textes qui précédaient, qui préexistaient à cette version en hébreu de l'histoire, des textes akkadiens, babyloniens, assyriens, mésopotamiens, toutes ces cultures qui avaient contribué à la formation des fondements, des textes fondateurs qui ont été ensuite utilisés dans la narration biblique, si bien que la Bible se présentait comme la version officielle de ce récit. Ces originaux, donc, la Bible est donc par elle-même, par essence, une traduction de ces histoires qui avaient préexisté et qui ont été totalement cannibalisées par le récit biblique. Donc, dans le texte lui-même, on voit déjà cet acte de violence. Mais donc, la plus grande violence de toutes, c'est celle que Jéhovah, Yahvé ou Jéhovah commet lorsqu'il détruit la tour de Babel. Il y a un très bel midrash sur cette histoire, c'est-à-dire un récit une interprétation exégétique sur cette histoire qui dit la chose suivante. Lorsque Jéhovah détruit la tour de Babel, lorsque le tiers inférieur de la tour s'est enfoncé dans la terre, le tiers supérieur de la tour est parti en flammes, et le tiers du milieu de la tour, c'est ce qu'on voit quand on voit les ruines de la tour de Babel. Et on dit que quiconque pose les yeux sur les ruines de la tour de Babel perdra la mémoire. Donc si vous rencontrez des gens qui marchent qui se promènent dans le monde et qui demandent « Qui suis-je ? Qui suis-je ?», il s'agit de gens qui ont regardé les ruines de la tour de Babel. Donc, voilà encore un acte de violence contre la mémoire. Mon intérêt pour la traduction, en tout cas dans les dernières années, et c'est le thème d'un texte qui a été publié par les organisateurs de cette conférence, que je tiens à remercier. C'est une section, un extrait d'un article que j'ai publié cette année en anglais et qui parle de l'impossibilité pour le langage de traduire la douleur palestinienne. Et l'argument central de ce texte, c'est les travaux de Elaine Scarry, que Fawaz utilise aussi dans certains de ses textes plus anciens. Ce livre, Body and Pain, le corps et la douleur. L'auteur dans ce texte explique que la douleur, ou la douleur que l'on inflige en particulier,
quand elle est le résultat de la torture, non seulement résiste au langage, au sens où elle rend le langage incapable de traduire et de formuler et de verbaliser cette douleur, mais en fait, la douleur humaine détruit le langage. Donc la question qu'on pourrait se poser en tant que personne consciente des atrocités que des gens infligent à d'autres gens dans le monde entier, la question c'est, est-il possible pour nous, pour n'importe quel traducteur, de traduire de manière intersémiotique cette douleur. La traduction intersémiotique, d'après Roman Jakobson, le formaliste russe, qui a publié un célèbre essai dans les années 50 qui s'intitule, qui est considéré aujourd'hui encore un des textes fondateurs sur la traduction, la théorie de la traduction. Jacobson divise la traduction en trois types. La traduction intralinguistique, c'est-à-dire une traduction qui se passe à l'intérieur d'une même langue. Par exemple, ce qu'on trouve dans un dictionnaire de langue. Donc, des mots sont traduits par d'autres mots au sein d'une même langue. Ensuite, il y a le deuxième type, la traduction à proprement parler, c'est-à-dire lorsqu'on a deux langues, la langue de l'original est transférée dans la langue du texte traduit, la langue cible. Et le troisième type de traduction qui m'intéresse beaucoup, c'est la traduction intersémiotique, c'est-à-dire où l'on traduit entre différents systèmes de sémiosis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on traduit un tableau en un poème? Par exemple, si vous écrivez un texte sur Guernica, vous traduisez ce tableau de manière intrasémiotique et vous verbalisez ce que vous voyez de la même manière que Fawaz a écrit son livre. On verbalise ce que l'œil voit sur la toile et on transforme cette expérience en mots. Ou dans certains cas, on peut composer un morceau de musique, par exemple, qui serait une manière personnelle de traduire quelque chose, une expérience que l'on a vécue. Donc dans ce cas, on traduit une expérience non verbale dans un autre système non verbal qui serait le moyen de créer une traduction. Donc cette digression me permet de décrire la manière dont j'approche tout ce thème de la traduction de la douleur palestinienne à travers différents processus de traduction. Et j'ai utilisé intentionnellement l'organisation de droits de l'homme israélienne B'Tselem. Cette organisation, au début des années 90, a fait des recherches sur les prisonniers palestiniens de la première intifada de décembre 1987. Ils ont fait des interviews avec des prisonniers palestiniens qui avaient été libérés de prison, mais les entretiens ont lieu pendant qu'ils étaient en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, ces prisonniers ont été torturés. Et pendant ces années-là, en Israël, la torture était légale. Et B'Tselem, donc cette organisation pour les droits de l'homme, envoyait des Palestiniens pour interviewer ces prisonniers palestiniens pour écouter leurs récits de torture. Et s'ils acceptaient, donc les prisonniers racontaient leur histoire. Entre parenthèses, je voudrais ajouter que il y a un code entre ces prisonniers. Ce n'est pas un code général, mais certains de ces prisonniers considéraient que c'était très peu viril
d'avouer sa douleur, si bien qu'ils racontaient l'histoire de la torture sans jamais aborder la question de la douleur qui leur avait été infligée. Et les chercheurs qui entendaient ces histoires les transcrivaient ensuite en arabe, bien entendu, dans la langue dans laquelle ces récits avaient été faits. Et ensuite, un rédacteur dans cette organisation pour les droits de l'homme demandait à quelqu'un d'autre de traduire ce récit de l'arabe en hébreu. Et ensuite, pour publier ces documents hors de l'Israël, en Europe et aux États-Unis, ces récits de torture en hébreu étaient ensuite traduits en anglais pour le grand public du monde entier. Mais ensuite, en plus de cela, cette version en anglais était traduite dans le langage légal de l'affidavit, puisque les cours de justice ne tolèrent pas les longs récits de torture. Ils aiment bien que les récits soient très concis, et très précis, et également très clair, si bien que la douleur palestinienne des prisonniers, dans sa langue d'origine en arabe, traversait tous ces différents filtres pour finir par devoir se conformer avec les conventions très strictes des affidavits et du langage juridique dans lequel ces récits étaient traduits. Donc la question que je pose dans ce texte, c'est que reste-t-il en fait de cette douleur d'origine une fois que cette douleur passe par tous ces filtres de traduction? Que reste-t-il réellement lorsque cette douleur doit être exposée à la violence de l'acte de la traduction? Donc en plus, la violence qui a infligé cette douleur au départ au corps palestinien, en plus de cette violence, on doit maintenant faire face à la violence de l'acte de traduction. Et c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas et on ne fait pas tellement attention. Ensuite, le reste de cet article, il y a une autre partie qui n'a pas été traduite en français et où je parle de ma propre expérience en tant que traducteur de traduire la poésie d'un poète palestinien très beau et très raffiné qui s'appelle Taha Mohamed Ali et qui malheureusement qui n'a pas eu de chance puisqu'il était malheureusement pour lui contemporain de Mahmoud Darwish, ce qui fait qu'il a été totalement éclipsé par Darwish. Taha Mohamed Ali est aussi, si vous avez vu le film d'Avi Moghrabi, c'est le personnage principal de ce film. Et ils vont ensemble visiter le lieu de naissance de ce poète. C'est un village qui a été effacé de la carte, le village de Safouri, qui a été transformé en parc, qui a été traduit en parc et qui a été traduit pour devenir un tzipor, ce qui veut dire en hébreu veut dire oiseau, assez ironiquement. Donc c'était Taha Mohamed Ali. La plupart de sa poésie parle de cette expérience d'être déraciné de son village de Safouri et parle de sa vie à Nazareth où il était tout près de l'endroit où il était né. Et donc c'est une espèce de plainte continue sur le fait qu'il n'est plus possible pour lui de retourner dans ce lieu de ses origines, de retourner à cette origine d'avant la traduction, avant que son village soit transformé en quelque chose d'autre. Mon problème avec tout ça, c'était que le langage, la langue même, mon rapport à la langue hébraïque, qui a commencé il y a très longtemps, j'ai écrit un roman
en hébreu à la fin des années 80. À l'époque, c'était possible de le faire. Je n'aurais pas fait ça dans les dernières années, je n'aurais pas écrit ce texte. Mais à la fin des années 80, avec la première intifada et les années 90 et la seconde intifada, la relation entre l'arabe et l'hébreu est devenue très problématique, pour utiliser un euphémisme. Donc le fait de traduire la poésie de Tahar Mohamed Ali en hébreu, pour faire cela, j'ai dû trouver pour sa voix un espace au sein du langage, un espace qui était cet espace même qui était responsable de la destruction du village sur lequel le poète avait écrit ses poèmes. L'ordre militaire hébreu, en 1948, les ordres militaires étaient traduits de manière intersémiotique en actes de destruction. Ces actes militaires en hébreu étaient donnés est destiné à être exécuté par les soldats qui ont détruit le lieu, la ville natale de Tahar Mohamed Ali. Et moi, j'étais là à essayer de prendre la voix, cette plainte de Tahar Mohamed Ali, et de donner à cette voix le droit de parler, en quelque sorte, au sein de la langue et à travers la langue qui était responsable du fait même que ce poète était devenu réfugié. Donc j'étais assez naïvement, je me disais que cette tâche serait utile, ce serait une bonne chose. Pour reparler des bonnes voix dans la tête, je me disais que l'acte de traduction, dans ce cas, le fait de traduire la douleur palestinienne justifierait l'usage même de la violence, dans le sens où j'imposais à la voix de Tahar Mohamed Ali une violence qui était dans la possibilité de rendre cette voix audible et entendue dans la langue même qui avait été la langue de la création, comme c'est le cas dans l'histoire de la tour de Babel, et qui, dans tout le XXe siècle, et en particulier après 1948, cette langue de la création, pour les Palestiniens, était devenue la langue de la destruction, la langue des ordres militaires, la langue des dispositions, et parfois des meurtres et du mal. Donc c'est ça mon problème. Merci. Avant d'ouvrir le débat avec le public, before we open it up, I think, Fawaz, would you like to react or... Fawaz, est-ce que vous voulez réagir? Just a few minutes. Yeah. Oui, quelques minutes. I would like et j'aimerais bien que qu'ensemble, j'aimerais évoquer un mot récurrent dans vos textes à tous les deux. Vous avez écrit beaucoup sur cette idée, c'est très important. Et Anton, vous y faites référence aussi. C'est le mot la honte, la notion de honte. Comme le pendant du fait d'être une victime de violence, d'être assujetti à la violence, et aussi attaché au fait d'avoir commis la violence. C'est un mot très important que vous avez mis dans le dictionnaire de la guerre civile libanaise et qui apparaît dans vos textes. J'ai quelques commentaires très dispersés. D'abord, je voudrais rejoindre Anton en tant que traducteur. Racha a oublié que je suis moi aussi un traducteur.
À cette question de la traduction comme acte de violence ou acte de force, Edward Said m'a demandé de traduire ses mémoires et depuis j'ai traduit 3 autres livres à lui. Et lorsque j'ai décidé d'accepter, je lui ai dit « Je vais te faire parler arabe. Je vais te faire parler arabe. » Mon idée, c'est que ces mots étaient très complexes, étaient très inventifs et très complexes en anglais, et le seul acte de traduction qui pouvait être fait, c'était un acte par lequel on force ce texte à parler une langue totalement différente. Juste pour réagir de manière positive à cette question de la traduction. Par ailleurs, donc il y a eu, on a parlé de la mémoire. Je pense que nous sommes trop absorbés par l'idée de la mémoire. Et j'ai toujours peur que la mémoire est quelque chose qui regarde vers l'arrière et qui ramène toujours aux questions touchant à l'identité. Je voudrais juste te dire que ce que j'ai aussi tout autant admiré, c'était des Palestiniens qui rêvent de l'avenir. Je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de mal à se souvenir, mais c'est ça que m'a évoqué Ali Lazari, par exemple, et dans le film de Avi Mograbi. Il imagine le retour des Palestiniens en Palestine. Et je pense que n'importe quelle cause vivante ne peut survivre que si elle inclut une vision de l'avenir. Je pense que l'espoir, c'est cela. L'espoir, c'est la possibilité d'imaginer non seulement une solution, mais imaginer une transition pour résoudre un problème. Sur cette question de la honte, évidemment, Anton a parlé d'un énorme problème qui est en parlant des prisonniers politiques arabes, il y a un énorme problème qui est qu'il est honteux de se confier. Il est honteux de se plier sous la torture, de céder sous la torture. Et je devrais ajouter aussi qu'il est honteux pour une femme dans nos prisons d'avoir été torturée ou d'avoir été violée. Le coût de tout cela, c'est que quelqu'un de la famille peut la tuer. Elle pourrait être tuée par quelqu'un de sa famille. Donc, donnons toute l'importance qui est due au fait que les premiers prisonniers politiques de Palestine maintenant vivent dans le reste du monde arabe. Les Palestiniens torturés rejoignent des milliers de gens. Le dernier rapport des organisations de droits de l'homme sur la Syrie documente la mort de 70 000 Syriens sous la torture. Juste pour faire la comparaison avec une situation qui est légale, le simple fait que l'on a été torturé ou que l'on déclare avoir été torturé peut être accepté. Si on compare cela à des rapports qui parlent d'un tel nombre de crimes, comment est-ce que dans les années à venir, comment est-ce qu'on va faire face à tout cela? Comment va-t-on trouver une logique ou un droit de la guerre qui puisse rendre compte de tout ça? J'ajouterais qu'on est très sensible au fait que la torture doit obéir à certaines règles. Il y a toujours eu des règles sur la torture. Mais réfléchissons un petit peu à la torture quand il n'y a aucune règle.
le fait que l'on torture est quelque chose qui est compris, il s'agit d'extraire des informations des prisonniers. Et à partir de là, on peut utiliser n'importe quel moyen à notre autorisé. Mais si la fonction même de la torture n'a rien à voir avec la recherche d'informations, elle touche plutôt un crime présumé commis par le prisonnier pour lequel lui ou elle devra être torturé tout au long, pendant tout le temps où cette personne est en prison. N'importe quel prisonnier arabe vous dirait il y a cette chose. Chaque semaine, il y a des groupes de prisonniers politiques qui doivent être frappés juste parce qu'ils ont été condamnés, ils sont prisonniers, ils sont dans la prison. Donc juste je voulais ajouter cette dimension. Mais je pourrais faire référence à toute une tradition dans notre vie politique et militante, et dans laquelle sortir en héros de la prison, c'est lorsqu'on n'a pas succombé à la torture. Et autrefois, c'était possible. Maintenant, on ne peut plus sortir sans honte de prison, puisque de toute façon, on en sortira, on sera mort. Fawaz a parlé de sa traduction de Edward Said, de son autobiographie. Je voudrais revenir à cette exposition au deuxième étage. À la fin de l'exposition, il y a une citation de Borges, l'écrivain argentin, qui disait que, contrairement à ce que l'on croit habituellement, en fait, le texte traduit, c'est le texte traduit qui rend l'original infidèle, et non pas l'inverse. Et dans le cas de Saïd et de Trabulsi, j'ai lu l'original de Saïd quand il est sorti, et j'ai lu ensuite la traduction de Fawaz de ce livre, Out of Place. Et ma première impression a été, voilà, celui-ci c'est l'original. Et la version de Saïd est devenue un peu pâle et un peu insipide et pas très convaincante. Donc, de mon point de vue, en tant que traducteur, je trouve que ce livre en arabe, la traduction arabe, qui a été faite par Fawaz Trabulsi, est le livre original d'Edward Said, et non pas une traduction. Pour revenir à toute cette question de la honte, j'ai dit tout à l'heure que la plupart des prisonniers palestiniens auraient l'impression que c'est très honteux d'admettre qu'on a souffert sous la torture. Comme je disais, c'est vu comme quelque chose de très peu viril, indigne d'un homme et qui ne devrait pas être déclaré et verbalisé. Les prisonniers, en général, décrivent de manière très superficielle les méthodes qui ont été utilisées pour les torturer, mais ils ne parlent jamais de ce que l'écrivain sud-africain Coetzee décrit dans un de ses très beaux essais qui s'appelle Into the Dark Chamber, dans la chambre noire. Coetzee c'était un article du début des années 90 et qui parle d'écrivains blancs sud-africains qui ont écrit sur l'apartheid. Et ces auteurs décrivaient de manière très détaillée des actes de torture qui avaient lieu en Afrique du Sud, dans les prisons, sur des Sud-Africains noirs. Et donc, selon Coetzee, c'était très honteux pour un écrivain qui, dans ce cas, était de fait, prenait de fait le côté de l'État,
en terrorisant le lecteur par des descriptions détaillées d'actes de torture. Du point de vue de Coetzee, l'écrivain doit rester hors de la chambre noire où ces atrocités sont commises. Et c'est quelque chose en quoi je crois très profondément. Je pense que la torture ne devrait pas être décrite parce que, comme dit Coetzee, ce serait ajouter à la douleur plutôt que de soulager cette douleur. Mais de manière générale, il est très honteux pour la langue d'admettre que cette langue est incapable de traduire la douleur. Je ne suis pas sûr, je ne connais pas toutes les langues du monde. J'en ai connu de manière très passagère que 3 d'entre elles. Donc je ne sais pas si ça s'applique à toutes les langues, mais dans le cas de l'hébreu, de l'arabe et de l'anglais, qui sont les langues que je prétends connaître, je ne pense pas que le langage puisse ne serait-ce que commencer à formuler et à verbaliser la douleur, et encore moins la douleur palestinienne. Dans mon cas, sur un ton un peu plus léger, et pour revenir à l'idée de violence, je voudrais vous raconter une histoire un peu légère sur mon expérience de la traduction d'un autre auteur palestinien, Emile Habibi. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Emile Habibi est mort il y a 20 ans. Il a publié 3-4 romans à partir de 1974. Le premier roman, qui était probablement la première grande tentative palestinienne de traduire de manière intersémiotique le Nakba pour en faire un roman. Il y a eu d'autres auteurs qui s'y sont essayés, mais en tout cas, il s'agissait là de l'expérience des Palestiniens qui étaient restés à l'intérieur de la Palestine historique, et donc il s'agissait de formuler leur expérience dans le genre du roman. Son roman, L'Optimiste, il s'agit en fait d'un néologisme que Habibi a inventé, qui est un mélange de 2 mots, optimiste et pessimiste. C'est l'optimiste, le personnage principal du roman. Il y a un mélange d'espoir et de désespoir. Un ami à moi, qui est juif israélien, il faisait de la physique à l'université hébraïque, et il a trouvé une maison d'édition qui s'appelle Mephraz. C'est un mot en hébreu pour désigner la voile d'un bateau. Et cette maison d'édition se consacrait exclusivement à la traduction de textes palestiniens, soit qu'il s'agisse de littérature écrite par des Palestiniens ou de littérature écrite sur la Palestine et les Palestiniens. Et en ce sens, ils étaient les précurseurs de la maison d'édition qui s'appelle aujourd'hui Andalus, qui a été créée par Yael Lerer et a publié environ 15 livres traduits de la littérature arabe moderne pour la plupart des auteurs palestiniens. C'est la maison d'édition qui a publié La Porte du Soleil d'Elias Houri, qui est probablement le grand roman palestinien. Pour revenir donc à Emile Habibi et son personnage du Pessie optimiste, ce livre a été publié au début des années 70. La première fois que je l'ai lu, j'espérais que personne n'allait me demander de traduire ce livre,
parce qu'il est absolument intraduisible. C'est un livre qui refuse et qui résiste à la traduction. Mais plus tard, 10 ans plus tard, au début des années 80, un ami israélien qui s'appelle Danny Hale, m'a redemandé de traduire le roman. Et je lui ai dit, c'est impossible, je ne vais pas faire ça. Et ensuite, il m'a redemandé un an plus tard. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'avais très peu d'argent et j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer. Et donc, finalement, j'ai été assez fou pour signer un contrat avec lui. Après 6 mois à essayer de traduire le premier chapitre et après avoir totalement échoué à le faire, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne vais pas traduire ce livre. Je suis incapable de te rendre ton avance. Donc, je suis à ta merci. J'avais vraiment honte de faire ça, mais il fallait que je le fasse. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un homme qui était à l'extrême gauche, totalement anti-sioniste. Et il considérait sa maison d'édition comme sa vocation dans la vie, apporter les mots des Palestiniens à la conscience des Israéliens. Donc, cet éditeur m'a dit, quand je lui ai dit je ne peux pas traduire ce roman, il m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai servi dans l'armée israélienne. Et je possède une arme. Et la semaine prochaine, mardi à 5h de l'après-midi, je viendrai dans ton appartement. Je sais où tu habites. Je viendrai à ton appartement où tu habites. Et tu as intérêt à laisser la boîte aux lettres déverrouillée et tu as intérêt à mettre dans cette boîte aux lettres un chapitre traduit de Émile Habibi. Je serai là à 5h de l'après-midi. Il reprend ce poème, ce célèbre poème, à 5h de l'après-midi. Et il le faisait exprès d'évoquer ce poème de Lorca et la guerre civile espagnole et les résultats de cette guerre civile. Donc, il me disait, je vais arriver à ta boîte aux lettres si le chapitre n'est pas là. Je monterai au 2e étage. Je frapperai à ta porte, tu ouvriras ta porte et je te tirerai dessus. Voilà, c'était très simple. Donc évidemment, au bout d'une semaine, il est arrivé à ma boîte aux lettres et il a trouvé un chapitre traduit. Et comme le livre avait 52 chapitres, si je me souviens bien, il m'a fallu 1 an pour traduire ce livre. Donc voilà un exemple de violence cachée dans la traduction. Et dans mon cas, c'était une traduction sous la menace du fusil. On a du temps pour les questions. Okay. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant. J'ai lu Out of Place en arabe et en anglais et j'ai un point de vue un peu différent de ce que dit Anton. Je pense que c'est possible que Fawaz ait amélioré l'original. Mais je pense que c'est un livre différent. Et la raison à cela, c'est le fait que le travail de Saïd est très froid et très insulaire. Et la traduction de Fawaz en arabe a transformé ce livre en un livre très intime. Il y a beaucoup de violence psychique contre la famille, où Edward Said fait ressortir sa psyché inexplorée et son enfance. Et ce que fait Fawaz dans la langue, qui transforme, il arrive à transformer ce livre en un portrait intime de l'enfance d'Edward Said. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un livre différent. Je ne dis pas que
que c'est pas une traduction fidèle, mais en tout cas c'est une transformation. Et peut-être que le livre est meilleur, mais je me demande comment Edward a réagi à cette sorte d'intimité. La deuxième chose que je voulais dire à Anton, vous avez dit quelque chose d'inexplicable au début. Vous avez dit la traduction des affidavits, les protocoles d'interrogation étaient filtrés de l'arabe à l'hébreu et à l'anglais. Je pense que ce que vous vouliez dire, c'était que c'était un acte de violence métaphorique. Mais de quelle manière, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de spécifiquement palestinien, ces filtres? Il y a beaucoup de récits, par exemple au Congo belge, en Algérie, en Syrie. Qu'est-ce qui est spécifique à la Palestine dans cette violence métaphorique de la traduction? Before I answer you, Salim, I just want to remember. I want Anton to remember that he has a contribution to a very interesting novel about the Nakba, which is Arabesque. And I happen to have been il se trouve que read it in French que je l'ai lu en français by chance, and par hasard, happy to say that this has et je suis très heureux de pouvoir dire que ça m'a, c'est comme ça que j'ai découvert Anton, à la fois comme personne et comme écrivain. Je ne suis pas en train de retourner le compliment, mais je pense que il y a deux romans sur la Nakba. Il y a le roman de Habibi, mais il y a aussi, il faut ajouter Arabesque d'Anton Shammas. Je suis tout à fait d'accord, Salim, avec ce que vous avez dit, puisque transformer un mémoire en arabe, pour moi, ça voulait dire le rendre plus, en faire quelque chose de plus personnel. Pour répondre à votre question, je veux dire que Edward, tout simplement, était incroyablement content de cette traduction. Quand les gens venaient le voir, il leur donnait le livre en arabe et il disait « Lisez-moi quelques pages de ce livre ». Très brièvement, je voudrais dire une chose à Anton. Nous avons toujours des problèmes de traduction. La douleur et la souffrance sont intraduisibles et pourtant c'est ce que nous faisons tout le temps. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tout le temps. Et c'est une extraordinaire source de créativité dans tous les domaines intellectuels, artistiques et littéraires. Le fait qu'on prouve l'impossibilité de cette tâche ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qu'on est tout le temps en train d'essayer de faire. Et nous sommes tout le temps en train d'essayer de prouver que ce n'est pas impossible. Pour revenir à la question sur Edward Said, vous avez raison au sens où quand nous parlons des langues palestiniennes, dans le cas de Saïd, c'est l'anglais, et l'anglais était probablement la langue dans laquelle il vivait au Caire, et ce n'était pas l'arabe en particulier. Donc en ce sens, l'anglais est probablement plus adapté à formuler cette expérience de sa jeunesse au Caire et de son installation plus tard aux États-Unis. Et ce que je voulais dire, c'est que même dans le titre du livre, Out of place, déplacé. Ce titre a tellement de connotations pour les voix arabes palestiniennes du livre, bien plus que le titre que n'en a le titre en anglais. Quand on dit out of place en anglais, ça veut dire quelque chose de très général. N'importe qui peut dire qu'il a déjà ressenti cette sensation de se sentir
hors de soi ou déplacé ou décalé. Mais quand on lit ces mots en arabe, même si l'arabe n'était pas la langue maternelle de Saïd, l'expérience qu'il décrit des Palestiniens, cette expérience fonctionne mieux lorsqu'elle est formulée en arabe palestinien. Et c'est quelque chose en général à quoi on ne fait pas attention. There are, as I mentioned, like many Palestinians' languages. For instance, I wrote arabesques that was par exemple, in Hebrew. J'ai écrit arabesque en hébreu. Je n'ai pas écrit ce livre en arabe, mais c'était un type d'hébreu qui, en fait, en soi, était une traduction d'un original arabe inexistant. Mais mon expérience en tant que Palestinien fonctionne mieux lorsqu'elle est exprimée en arabe et pas dans d'autres langues. En ce qui concerne la question de ce qui est très spécifique à l'expérience des prisonniers palestiniens, ce que je voulais examiner, c'était ce qui se passe lorsqu'une organisation de droits de l'homme israélienne sert d'intermédiaire entre la douleur palestinienne et la langue dans laquelle cette douleur veut être formulée. Donc les filtres dont je parlais, c'était entre la transcription de l'original arabe, qui est ensuite adaptée en hébreu, encore une fois, la langue qui est responsable de la destruction de cette voix des Palestiniens. Et ensuite, ce texte hébreu était traduit en anglais, qui n'est d'ailleurs pas non plus une langue neutre dans la situation israélo-palestinienne. Et encore une fois, cette version longue en anglais a ensuite été comprimée pour en faire des affidavits utilisables par les cours de justice. Ce que je voulais dire, c'était où se trouve cette douleur, qu'advient cette douleur dans les affidavits. Est-ce qu'elle persiste encore et est-ce qu'elle réapparaît encore et encore à chaque étape de ces multiples traductions, ou bien est-ce qu'elle disparaît dès le moment où elle est transcrite en arabe et disparaît et ne peut plus être trouvée nulle part? Pour moi, c'est là la chose la plus douloureuse dans tout cela, c'est que nous faisons mine d'être des traducteurs fidèles, mais en réalité, la langue ne fonctionne pas comme ça. La langue ne nous permet pas d'être des traducteurs fidèles. Et si nous traduisons, nous faisons des erreurs de traduction sur une petite histoire courte qui parle d'une promenade dans les rues de Marseille, ce n'est pas la même chose que si on essaye de traduire une histoire où il s'agit d'une douleur infligée. C'est pas très grave si on perd 30% de l'histoire sur les rues de Marseille, mais c'est très important si on essaye de mesurer l'échelle de cette douleur et la conserver en vie tout en la faisant passer par tous ces filtres de traduction. Si vous lisez par exemple les rapports d'Amnesty International, dans beaucoup de cas, vous verrez que ces affidavits qui ont été formulés de cette manière pour que ces textes ont été formatés pour être utilisés en cours de justice, vous serez confronté à un échec à transférer l'expérience originale en mots, à verbaliser cette expérience. Donc, le côté désespérant de tout ça, c'est que nous savons très bien que nos tentatives vont échouer, comme disait Fawaz, mais il faut continuer à essayer. Nous ne devons jamais abandonner. Thank you, Anton. Thank you, Fawaz, for this. I have two questions. Merci beaucoup. J'ai deux questions, une pour Anton, une pour Fawaz. It's a bit complicated for me to put it together. Fawaz, c'est un peu compliqué à formuler. My question is all over the place. You said that not to inflict Vous avez dit que ne but to inflict pas every form infliger of une humiliation. défaite, mais plutôt infliger différentes formes d'humiliation. Vous avez dit que l'objectif de la guerre, ce n'était plus d'infliger une défaite à ses ennemis, mais de leur infliger des humiliations.
Et je trouve que dans le monde arabe aujourd'hui, nous voyons des expériences de ce type à une échelle de masse un peu partout. Et donc cela m'amène... Vous avez dit la violence, ce n'est pas du pouvoir, c'est de la violence. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Peut-être que c'est dans votre texte qu'il faut que je ne connais pas. Mais est-ce que la violence n'est pas un effet dérivé du pouvoir? Et ensuite, je voudrais remarquer aujourd'hui, quand on a ressenti toutes ces formes d'humiliation pendant des années, on commence à devenir violent. Est-ce qu'à ce moment-là, il est important de différencier? Est-ce que c'est vous qui êtes violent? Est-ce que c'est les gens qui sont violents? Ou est-ce que c'est le grand méchant, le grand méchant loup, la grande injustice? Sorry. ما في translation. All right, sorry. Basically, I'll give you an example. There was a Je vais donner un woman in the exemple. street, a Coptic Il y avait woman in une femme Egypt copte en who, Égypte dans la rue. her daughter married a Sa fille Muslim. s'était mariée avec un musulman. And she came out of her house, Elle est sortie de sa and maison spontaneously, et the spontanément, whole street, toute la rue, acted suddenly, d'un seul coup, like without arranging with each s'est other, comportée and sans they que beat les her. gens se soient mis d'accord. And they Ils stripped her in the l'ont streets. tous battue, ils l'ont For déshabillée dans la me, for rue. example, this act, Pour moi, cet acte, has war is inside us, or are we est-ce que inside la the war? guerre I don't est know à l'intérieur to de make the nous? Est-ce que c'est nous qui differentiation. sommes à l'intérieur de la guerre? Je ne Antonio sais pas said comment also faire la that différence. before it was possible to Anton write a in dit Hebrew. aussi avant qu'il était possible d'écrire en hébreu. Je ne sais pas exactement à quel moment c'était possible, en quelle année, et qu'aujourd'hui ce n'est plus possible. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux cette idée? In the early 80s, Au début des années 80, I used to write a weekly j'écrivais Hebrew column une chronique hebdomadaire en hébreu qui était publiée dans un journal local à Jérusalem. Je parlais des affaires, des actualités, des affaires politiques et culturelles. Et par inadvertance, je me suis retrouvé embarqué, entre guillemets, dans des activités d'activisme politique. Et c'était quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Et je me suis retrouvé aspiré dans un espèce de débat complètement stupide avec un écrivain israélien, Abraham Yehoshua, au sujet de la nature de l'État israélien. Et la question de savoir s'il était possible pour l'État de décider d'étendre la définition de cet État pour la transformer de quelque chose d'un État exclusivement juif, conçu pour les citoyens juifs et pour les citoyens juifs du monde entier, et de transformer cela en un État normal, séculaire, laïque et démocratique qui appartient à ses citoyens avec des droits politiques et sociaux généralisés. Donc c'était cela le débat. Et je me suis retrouvé donc pris dans ce débat et j'ai dû chercher à formuler un espèce d'argument antisioniste, anti-israélien qui parviennent à résoudre le problème entre l'Israël et la Palestine depuis l'intérieur du discours sioniste lui-même. Et bien évidemment, Edward Said aurait dit que c'est une cause désespérée, mais je pensais que c'était possible d'essayer d'examiner les possibilités de détruire les arguments sionistes de l'intérieur. Et puisque tout ce qui se passait à l'époque semblait mener à un cul-de-sac, tout semblait sans issue, et en même temps,
J'étais en train à ce moment-là d'écrire mon roman. J'avais commencé en arabe et après 2 chapitres, je m'étais aperçu qu'il était totalement impossible d'écrire sur ma mère et sur ma famille dans une langue qu'ils pouvaient lire. Donc, pour éviter cela et pour éviter cette honte de devoir parler de ma famille, je suis passé en hébreu. Et encore une fois, par inadvertance, je me suis retrouvé, à cause de ce choix d'écrire en hébreu, j'ai dû faire une déclaration sur le fait de rendre la langue hébraïque, de déshébraïser la langue hébraïque et de transformer cette langue en une langue que n'importe qui peut utiliser pour écrire et raconter une histoire. Et dans le milieu des années 80, ce type de pensée très naïve était possible. Il y avait un espace pour cette pensée. Et cet espace est mort avec la première intifada en 87. Mon livre a été publié en 86. Et il m'a fallu de nombreuses années après cela pour comprendre à quel point ça avait été une déception. Et il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que ce que j'avais essayé de faire au début des années 80, c'était certainement, ça reposait, c'était quelque chose que 27 autres personnes en tout soutenaient. Et c'était une cause totalement désespérée. C'était très douloureux pour moi de réaliser, de comprendre cela, mais c'était la chose la plus pratique à faire, de comprendre qu'il n'y a pas de solution à ce problème de l'intérieur de la langue hébraïque. Même si je n'avais pas complètement conscience de la dimension politique de cet acte. C'est que plus tard, en y repensant rétrospectivement, et même si je n'avais pas conscience, je me suis dit que peut-être qu'il y avait une lueur d'espoir cachée dans cet acte désespéré. Mais ensuite, au milieu des années 90, je me suis rendu compte que ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible de revenir au début des années 80 et de se permettre ce genre d'acte un peu sans espoir et totalement désespéré. Briefly, the first part concerning non-military, la première partie de votre question concernant military activity which does not concern inflicting defeat on the enemy. Et le fait qu'il ne s'agit pas d'infliger une défaite à l'ennemi, je parlais d'un chapitre de mon livre où je prends différentes formes de violence qui ne sont pas vraiment du combat militaire. Et je donne des exemples de ces formes de violence. Je ne dis pas qu'il y en a qui sont moins horribles que d'autres, mais je parlais des kidnappings, des enlèvements, des snipers, des checkpoints. Comment est-ce qu'on identifie l'autre? Par exemple, dans la guerre au Liban, comment on identifie un Palestinien en lui demandant de dire Banadoura. Et on est sûr que la manière dont ce mot est prononcé révélera l'identité d'un Palestinien. Donc je ne suis pas en train de diminuer toutes ces expériences. Au contraire, je pense qu'il était important. Il est important dans une guerre civile et dans n'importe quelle situation de violence de se souvenir que la violence a de nombreuses formes et de nombreuses fonctions différentes. Donc il s'agissait de clarifier, je ne faisais pas des comparaisons de valeurs. Ensuite, pouvoir et violence. Je suis content que vous ayez posé la question. On n'a pas besoin de torturer des gens pour leur imposer le pouvoir. On n'a pas besoin de tuer des gens pour leur imposer un pouvoir. Donc en ce sens, la violence est toujours instrumentale. La violence est instrumentale. On tue des gens
C'est pas on tue les gens en utilisant un instrument, une arme, un fusil par exemple. Quand je parlais des violences contre les civils, je parlais d'avions par exemple. On n'impose pas un pouvoir avec des avions. On impose la violence. Pour simplifier, on pourrait dire que la violence la violence est le stade le plus extrême de l'imposition du pouvoir. On peut imposer le pouvoir par l'autorité, par exemple. J'ai une opinion très, très forte sur le fait que, en particulier les universitaires américains, il y a une purge de tout ce qui touche au pouvoir. En particulier quand on parle de colonialisme. Le colonialisme, ce n'est pas un système de pouvoir, c'est un système de violence. Le pouvoir arrive après cela. Il y a une vraie correction qui doit être faite de cette idée très simple. Edward Said parle de connaissance et de pouvoir. Non, la connaissance n'est pas si puissante. On commence à étudier un pays, puis on l'occupe. Puis vient la suite. Donc oui, je pense que c'est une question très importante de ne pas effacer, abolir la violence, en particulier qu'il s'agisse de violence civile ou de violence coloniale, en transformant cette violence en pouvoir. J'enseigne sur les guerres civiles et j'ai l'impression que lorsque je parle de théoriciens de la violence, mes étudiants, en particulier mes étudiants américains, sont incapables de parler de Fanon, sauf en disant qu'il parle du pouvoir. Mais Fanon ne parle pas du pouvoir. Il dit que le colonialisme est un système de violence qui ne peut être renversé que par la violence. Je ne discute pas si c'est important, si ces propos sont importants ou non. Ce que je dis, c'est ne confondons pas le pouvoir et la violence. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre ces deux termes. C'est quelque chose qui doit être discuté, qualifié, ainsi de suite. Une question qui s'adresse surtout à Anton Shammas. Vous avez parlé d'un poète réfugié en Palestine que vous avez traduit. Il s'appelle Tahar Mohamed Ali. Je ne le connais pas. Non, Taha Mohamed Ali. Ma question, je ne sais pas si vous êtes aussi un traducteur de la poésie de Mahmoud Darwish en hébreu. Oui, c'est le cas. C'est une question très générale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette violence de la traduction en ce qui concerne la réception de cette poésie en hébreu par les lecteurs israéliens? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette violence, peut-être en termes de cannibalisation de ce texte? Mahmoud Darwish est un poète de l'exil, un poète de l'exil définitif. Quel genre d'interprétation, de réception de ce poète trouve-t-on en Israël? Vous avez vu le film? Il y a une scène où on voit une jeune femme blonde qui tient un journal à la main et qui lit un poème en hébreu, qui est une traduction d'un des poèmes de Why Did You Leave the Horse Alone? Ce journal, ce magazine s'appelle Hadarim, ce qui veut dire des ruines. Le rédacteur en chef de ce magazine est allé interviewer Darwish en hébreu.
Et l'interview, qui se poursuit sur 25 pages dans le magazine, a été menée en hébreu. Et pour ce que j'en sais, je pense que c'est la meilleure interview qui ait jamais été faite de Mahmoud Darwish. Elle a été traduite en français par Simone Bitton. Je ne suis pas sûr s'il s'agit de la version intégrale, mais probablement pas, c'est sûrement une version abrégée. Et Elias Sambar l'a publié dans le journal d'études palestiniennes, dans sa version française. Et Jean-Luc Godard a utilisé cette interview dans son film Musique. Notre musique. Donc la partie dans le film où il y a Mahmoud Darwish qui est interviewé par un journaliste israélien est basée sur cette interview qui a été faite par Elit Yeshurun, la rédacteur en chef de ce magazine. Donc ce magazine que tenait la jeune femme blonde et que lisait cette jeune femme, en fait, elle lisait ma traduction en hébreu de ces poèmes de Mahmoud Darwish qui apparaissent dans le même numéro de ce magazine. Il y a environ 15 pages en hébreu qui sont une traduction de 10 de ces poèmes. Et ensuite, c'est suivi de l'interview. Darwish avait vu les traductions que j'avais faites et je pense que j'ai reçu de lui le plus beau compliment que je n'ai jamais reçu en tant que traducteur, mais il s'est également plaint que j'avais fait des choix, des mauvais choix. Il voulait que ce soit des poèmes d'amour qui soient traduits et non pas des poèmes nationaux. À l'époque, il en avait probablement assez d'être traité comme le poète national de la Palestine. Il voulait qu'on le laisse tranquille et il voulait écrire sur son amour. Et tout ça, de manière violente, a contribué à cet effort de faire de Darwish quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment être. Donc il y a une violence là. Mais il y a aussi donc, cette autre violence dont j'ai parlé, qui est de savoir comment traduire la poésie de Mahmoud Darwish sur ce village de Al-Berweh où il est né. Et donc il a été chassé, comme chassé de ce jardin d'Éden. Comment faire pour transférer cette expérience dans la langue même, la langue qui a été responsable au départ de cette tragédie. En tant que traducteur, je me suis certainement dit que j'avais un très bon prétexte. On m'avait demandé de le faire, on m'avait commandé cette traduction, et Darwish lui-même voulait que ces poèmes soient publiés en hébreu. Il voulait que les Israéliens juifs qui ne parlent pas arabe soient capables d'entendre sa version de l'histoire. Quelque chose que les Juifs israéliens, en général, ne veulent même pas admettre que ce dont parle Mahmoud Darwish se soit réellement produit. Donc c'était une manière pour lui de s'infiltrer dans la langue hébraïque et d'infiltrer une voix qui allait dire son histoire dans la langue qui... Dans la langue qui était celle de la personne qui avait commis ce crime, une langue que la personne qui avait commis ce crime ne pouvait pas éviter. Donc il y avait un acte politique derrière tout ça. Les Israéliens juifs ne s'intéressent pas au texte de Darwish en arabe, mais il y aurait peut-être une chance que les gens y jettent un coup d'œil si ces textes faisaient partie des programmes scolaires en Israël, en hébreu, en traduction. J'ai traduit Darwish également en anglais, mais surtout en hébreu. Et j'ai trouvé que traduire Darwish en anglais est futile. Parce que cette langue n'a pas la résonance, ne donne pas à la poésie la résonance
qu'elle aurait dans une autre langue sémitique comme l'hébreu. Et il parlait d'ailleurs très bien l'hébreu. L'interview dont je vous parle a été faite en hébreu. Et la raison, je pense, pour laquelle c'est la meilleure interview avec Mahmoud Darwish, c'est que comme il parlait en hébreu et non en arabe, il avait suivi les conseils que Samuel Beckett donnait aux écrivains qui avaient le choix entre écrire dans leur langue natale ou écrire dans une langue acquise. Dans son cas, c'était le français. Beckett avait dit, si vous êtes un joueur de piano, ne composez jamais de la musique au piano, puisque vos mains, à ce moment-là, vous conduiront sur des notes et des phrases musicales qui sont déjà toutes faites et que vous n'auriez pas voulu faire. Vous serez plus exact si vous jouez un autre instrument. Donc, dans le cas de Beckett, c'était le français qui lui permettait de faire cela. Je pense que dans cette interview avec Darwish, le fait qu'il essayait de formuler ses idées sur le conflit et sur sa poésie, c'était probablement la manière la plus concise et la plus précise dont il pouvait parler de sa poésie. As for the reaction of en ce qui concerne la réaction des lecteurs juifs israéliens, c'est très difficile de cerner vraiment une réaction particulière, mais il y a eu des hauts et des bas. Darwish était très agacé par le fait que Ariel Sharon lui-même avait dit à l'époque qu'il lisait les poèmes de Darwish en hébreu. C'est un compliment dont il aurait vraiment pu se passer. Et puis, bien sûr, il y a le cas célèbre de Yossi Sarid, lorsqu'il était le ministre de l'Éducation et qu'il voulait inclure des poèmes de Darwish en hébreu dans les textes scolaires du lycée. Il y a eu une levée de bouclier contre cela, et finalement, ces textes ont été sortis, ne sont pas allés dans les programmes. Je dirais en général, lorsque la poésie de Darwish est traduite en hébreu, les livres se vendent, il y a des lecteurs qui lisent ces livres. Je ne suis pas sûr quelles sont les affiliations politiques de ces lecteurs, mais en tout cas, c'est des livres qui fonctionnent, qui sont populaires, et son nom est très connu. À la différence d'autres auteurs palestiniens dont les œuvres n'ont pas été traduites en hébreu. Donc, en ce sens, je pense que Mahmoud Darwish était satisfait de la réception qu'il avait obtenue en hébreu. Pas content au sens où il était flatté d'être traduit en hébreu, mais il voulait vraiment, il avait un objectif, il voulait que les lecteurs hébreux entendent sa voix. On va prendre une dernière question parce que derrière ce pan noir, il y a Valentine qui n'arrête pas de traduire et on doit être très reconnaissant pour son énergie. I'm just saying one last question because Valentine has been translating for an hour and a half now, and we should really applaud her tenacity and her energy. I just wanted to ask Antun a question. Je voulais demander une question à Anton. Je pense que je suis la 28e personne, peut-être, qui a la naïveté de croire à cette possibilité de rendre l'hébreu non juif. Et donc, puisque vous avez perdu votre naïveté, moi-même, je ne suis pas convaincue que ce soit une idée si désespérée. Mais j'ai besoin, en tout cas, que vous m'expliquiez pourquoi vous pensez que c'est quelque chose de naïf. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible
bring Zionism onto its head de via retourner le Zionism itself. sionisme sur la tête de l'intérieur. One reason among many, Une raison one reason, parmi just to beaucoup be sort of d'autres, concise and short, pour être is that bref, out of these c'est que 27 people, sur ces 27 probably personnes, 20 il y en of avait them probablement 20 deserted me, qui abandoned me. m'ont complètement abandonné So I was left very, et laissé very tomber. short Donc list je me of suis people, retrouvé avec très peu de gens who, qui believe in soutenaient the ce things projet that et qui I croyaient believed in. dans The other ce que je practical croyais. reason is my blood pressure. Notre raison pratique, c'est ma tension I artérielle. just couldn't take it anymore, Je and n'en for pouvais health plus. reasons, I Et donc pour des decided raisons de that I'm santé, no longer j'ai interested décidé in promoting que bon, this ça ne dream. m'intéressait plus de faire la promotion de ce rêve. But thank you so much Mais for merci beaucoup pour joining in votre, a bit late, but pour still, votre participation. C'est un peu tard, mais merci quand même. thank you. Thank you so much, Fawaz and Antoun. Thank you, everyone. Merci beaucoup, tout le monde. Ils sont là demain en train de errer dans ce hall et dans ce cinéma. Donc n'hésitez pas.